vous laisse commencer. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout le monde nous entend bien? Ok. Donc, bienvenue dans ce premier webinaire du comité agricole. Donc, on va commencer par des présentations rapides. Donc, je commence. Pauline Triconnet, donc je suis présidente de ce comité. Donc, pour la partie expertise comptable, je le précise parce que dans ce comité, il n'y a pas que des experts comptables, il y a aussi des notaires, des experts fonciers, des fiscalistes agricoles. Et en fonction des sujets qu'on développe, on s'entoure d'experts dans le domaine. Donc, pour ces premiers sujets qui sont principalement juridiques, on les a développés avec des notaires. Bonjour, donc Ophélie Delmotte, je suis notaire à Épernay dans la Marne et spécialisée en droit rural. Donc je suis associée dans une structure où on est 9, dont un avocat, et on a développé à Épernay donc une branche agricole et viticole. Nos associés se situent aussi à Meaux et à Lieusaint. Donc Pascal Guédessus, notre associé, fait également partie de ce comité. Et on sera amené à animer un autre webinaire un peu plus tard sur un autre thème. Voilà. Donc, ce premier webinaire qui porte donc sur l'entreprise individuelle et agricole ou le ARL, il s'inscrit dans une série de webinaires jusqu'à décembre. Il y en aura 3 en tout. Le deuxième portera sur la SCEA et les GAEC. Et ensuite, un troisième webinaire portera sur les ETA, donc les entreprises de travaux agricoles, et les sociétés foncières agricoles, donc les GFA, GF et GFR. L'objectif de ces 3 webinaires, c'est d'être introductif pour présenter les différentes formes de sociétés agricoles qui existent. Pourquoi pas permettre à des experts comptables qui ne seraient pas experts dans le domaine d'acquérir des premières connaissances. Et puis, aux plus aguerris, de revoir des points clés de chacune de ces structures. Donc déjà, pour introduire ce sujet, on va revenir sur quelques définitions. Quelles conditions remplir pour avoir une structure juridique agricole. On va revenir aussi sur 5 points de vocabulaire, donc le bail rural, le fermage, le métayage, la cession et la mise à disposition. Ensuite, on va revoir très rapidement 2 organismes juridiques clés du monde agricole, donc le contrôle des structures exercé par la DDT et puis le fonctionnement de la SAFER. Donc déjà, quelles sont les conditions pour avoir une entreprise ou une société agricole? Eh bien, il faut que l'exploitant ait la capacité juridique, c'est-à-dire qu'il doit être majeur ou mineur et émancipé. On verra que le fait d'être majeur, c'est une condition qui est relative parce que en fonction de la société, le mineur il peut être intégré. Et aussi, l'exploitant doit forcément jouir de ses droits civiques et civils. Le statut d'exploitant. Comment on l'obtient? Eh bien déjà, il faut exercer une activité qui est agricole. Et ça, c'est le Code rural qui en donne la définition dans l'article L311.1. On le voit dans la diapositive juste après. Ensuite, l'exploitant, il est généralement affilié à la MSA à partir d'un des 3 critères de l'AMA remplis. L'AMA, c'est quoi? C'est l'activité minimale d'assujettissement. Et ces 3 critères, l'AMA, c'est un temps de travail agricole qui doit être supérieur à 1200 heures par an, des revenus agricoles qui sont supérieurs à 800 fois le SMIC horaire, ça correspond environ à 9 300 euros par an. Et ensuite, la surface minimale d'assujettissement, la SMA, elle est donnée par arrêté préfectoral. Et à titre d'exemple, un exploitant en grande culture doit exploiter au minimum 20 hectares de terre pour remplir un de ces critères. En maraîcher, par exemple, c'est seulement 1,62 hectares. Je me permets d'interrompre, Pauline. Donc, la notion d'exploitant, elle est importante et on va la rencontrer souvent lors de ce webinaire, notamment dans le cadre d'une société, puisqu'on peut avoir le statut d'associé exploitant ou non exploitant. Donc, cette notion, elle est importante. En entreprise individuelle, la question ne se pose pas, mais voilà, en tout cas, la casquette d'exploitant, elle est importante et on le reverra donc, tout à l'heure. Exactement. Et ensuite, pour ce qui est de la qualité professionnelle agricole, donc le fait d'avoir un diplôme agricole, a priori, il n'est pas nécessaire pour une installation ou une reprise. Par contre, il est indispensable pour pouvoir bénéficier de la dotation, notamment jeunes agriculteurs, c'est-à-dire des aides à l'installation, des prêts bonifiés, des allègements fiscaux, et puis
Surtout, en cas de reprise, il y a souvent des listes de dossiers qui sont en concurrence et le fait d'avoir le diplôme ou non, bah, c'est un critère qui peut donner la priorité. Donc, comment on obtient cette qualité? Ben, avec un diplôme agricole de niveau 4 minimum, ça correspond à un bac pro agricole ou bien à un BPREA. Donc, le caractère agricole de l'activité. Je me permets, pardon, juste de Oui. compléter sur cette partie-là. La qualification, la qualification professionnelle agricole, on peut l'avoir donc, par un diplôme, mais on peut aussi l'avoir par l'expérience, puisque en ayant 5 ans d'expérience dans le monde agricole, ça vous donnera automatiquement cette qualification professionnelle agricole. Voilà, on a des équivalences, et donc parfois, de faire entrer un enfant dans sa société d'exploitation, et ce, même s'il n'exerce pas du tout d'activité agricole, qu'il n'a pas de diplôme agricole, vous lui donnez cette qualité d'associé exploitant, et bien au bout de 5 ans, on va considérer qu'il a l'équivalent d'un diplôme agricole. Donc pour le caractère agricole de l'activité, c'est le code rural qui en donne donc la définition dans son article L311.1. Donc je vais m'abstenir de vous lire cette longue définition. Par contre, il y a 3 points importants qui ressortent. Déjà, il doit y avoir un cycle de production à caractère végétal ou animal. Donc vous produisez des céréales, vous élevez des animaux. Ensuite, rentre aussi dans cette activité agricole toutes les activités dans le prolongement de la production. Par exemple, les activités de transformation, production de colza, transformation en huile, blé en farine. Et ensuite, toutes les activités qui ont pour support l'exploitation. Je pense notamment aux activités type tourisme, gîte à la ferme et puis agrivoltaïsme. Mais attention toutefois, il y a des activités strictes et quand vous avez des activités où vous avez un doute, référez-vous toujours à ce code rural parce qu'il y a une liste qui est très claire. Pour compléter, donc l'activité agricole, c'est une activité qui est civile, donc absolument pas commerciale, pardon. On a une définition là qui est donnée par le code. Alors après, vous imaginez, il y a beaucoup de jurisprudence ou de questions concernant donc cette activité et ce qui peut rentrer dedans ou non, puisque vont en découler un certain nombre de conséquences sur le type d'objet, sur la fiscalité enfin le type de société, pardon, la fiscalité et autres, et d'autres avantages dont peuvent bénéficier les agriculteurs. Donc ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, donc là aujourd'hui c'est pas l'objet, donc on va se concentrer sur la définition même de l'activité agricole et voilà, et avec en marge toutes ces activités qui se développent de méthanisation, d'agrivoltaïsme, d'activités photovoltaïques, etc. Mais voilà, qui sont un peu plus complexes et qui, et encore une fois, pourraient faire l'objet d'un autre développement. Oui, mais voilà, qui font partie aujourd'hui donc de du giron de l'activité agricole. Donc ensuite, quelques définitions, notamment par rapport au foncier et à l'exploitant. Plusieurs cas de figure. L'exploitant, il peut être propriétaire. C'est-à-dire que s'il exerce en entreprise individuelle, donc il est propriétaire de son foncier, de son droit d'exploiter, donc il exploite ses terres au sein de son entreprise individuelle. Ensuite, cet exploitant, il peut être propriétaire et associé d'une exploitation, d'une société. Et dans ce cas-là, il peut louer ses terres à la société sans faire de bail. Et là, on parle de mise à disposition. Ensuite, l'exploitant, il peut être loueur, c'est-à-dire qu'un propriétaire, un bailleur, loue des terres, des bâtiments agricoles et l'exploitant, donc locataire, donc le preneur, il obtient un transfert du droit d'exploiter du bailleur pour une durée minimale, en tout cas minimum de 9 ans. Le montant du loyer, il est encadré, donc c'est soit du fermage ou du métayage, et le renouvellement de ce bail, il est automatique. Le fermage, c'est juste le nom du loyer qui est payé par le preneur. Son montant, il est encadré par arrêté préfectoral en fonction de la nature et de la localisation des terres. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est globalement en fonction de la qualité et l'emplacement du terrain. Ensuite, le métayage. Le métayage, c'est pas un loyer pécunier, c'est un paiement en récolte et en produits agricoles. En Île-de-France, on est principalement sur de la grande culture, de la culture céréalière. C'est quelque chose qui se perd beaucoup. On est quasiment que sur du fermage. Mais c'est différent dans d'autres régions. Effectivement, là, on est à Épernay, donc en
en Champagne et effectivement le métayage se pratique beaucoup. Et donc on paye le propriétaire en kilos de raisin, enfin en part de récolte. Et donc de la même façon, c'est encadré. Donc c'est un métayage, on parle de métayage au tiers, de métayage au quart. Donc ça veut dire que un quart de la récolte, entre guillemets, de la vendange revient au propriétaire, donc soit en argent directement, donc on convertit les kilos de raisin en argent avec de la même façon un barème qui est fixé, ou alors c'est conventionnel entre les parties, ou alors en kilos de raisin, hein, purement et simplement, et c'est le propriétaire qui va aller ensuite revendre ces kilos à telle ou telle maison ou à une coopérative. Voilà, donc ça se pratique beaucoup, et notamment beaucoup pour des raisons fiscales, puisque au métayage, en fait, les revenus qui reviennent aux propriétaires sont fiscalisés dans la catégorie des bénéfices agricoles, tandis que le fermage, ce sont des revenus fonciers. Et on peut bénéficier du régime du micro-BA, qui peut être très intéressant avec le métayage. Donc parfois, on rencontre cette situation de métayage, alors mixé avec du fermage, hein, parce que dès qu'on dépasse les seuils, on peut basculer aussi en fermage. Et donc voilà, qui peut être très intéressante ici, notamment en Champagne. Voilà. Ensuite, le terme de cession en agricole, quand on parle par exemple d'une cession d'un véhicule, on parle de la cession de la pleine propriété du véhicule. En agricole, et en tout cas quand on parle de terre, on sépare toujours le foncier et la partie droit d'exploiter. Quand on parle de cession, on parle de la vente du droit d'usage des terres. Et il n'y a pas question de foncier et de propriété du foncier. Le preneur de cette cession, il va ensuite pouvoir transmettre ce bail à son conjoint, ses enfants, mais il ne pourra jamais le faire auprès d'un tiers. Alors, il y a des bails cessibles qui existent, mais en tout cas, un bail classique, la cession à un tiers n'est pas possible. Et ça, c'est une vraie sécurité pour le preneur, parce qu'il va pouvoir transmettre son outil de travail à sa famille. On en reparlera après, j'en parle un petit peu du foncier, de la maîtrise du foncier dans le cadre de l'ERL, hein, donc on en reparlera juste après, mais effectivement le nerf de la guerre pour un exploitant, c'est le foncier. Donc il y a plusieurs moyens de le maîtriser, soit en étant propriétaire, soit en étant locataire. Et après, il y a le type de bail qui va être très important, parce que on va pouvoir être sécurisé avec une longue durée, ou à l'inverse moins sécurisé avec une date d'échéance qui tombe et qui est connue. Donc tout ça, c'est très important. Et effectivement, comme le dit Pauline, quand je vends mon exploitation, j'ai deux façons de faire. Soit on la cède, entre guillemets, on la cède, c'est que je garde la maîtrise de mon foncier, mais j'en cède le droit d'exploiter uniquement. Ou alors je vends, donc là, c'est-à-dire que je vends à la fois ma société ou mon entreprise et le foncier également. Donc on parle de cession ou de vente. C'est le langage un peu courant dans le monde agricole. Et encore une fois, on ne peut pas céder sur ces terres comme on le souhaite, puisque si je ne suis pas propriétaire de mon foncier, il va falloir que j'aille voir mon propriétaire pour lui demander son accord, ou en tout cas conclure un type de bail dit cessible, Pauline le disait, qui vous permettra de céder votre bail et céder votre droit d'exploiter. Voilà, donc ça ferait aussi l'objet, je pense, d'un webinaire à part entière, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et je vous parlerai donc en fin de webinaire, enfin de notre démonstration du bail cessible et du fonds agricole, parce que ce sont des sujets qu'on rencontre de plus en plus et qui, à mon avis, ont toute leur importance ici. Exactement. Donc on passe maintenant à la présentation très rapide et très simplifiée de deux organismes du monde agricole. Donc la DDT qui gère le contrôle des structures. Le contrôle des structures, c'est quoi? C'est un dispositif législatif qui vise à réguler l'accès à la terre agricole et à éviter la concentration excessive des terres entre les mains de quelques exploitants ou sociétés. Concrètement, en pratique, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique généralement d'obtenir un agrément pour créer une exploitation ou céder des parts en fonction de l'agrément, si il est accordé ou non, eh bien, il y a une autorisation d'exploiter ou une interdiction. Ensuite. Oui, je me permets de te compléter, parce qu'effectivement, c'est deux formalités, SAFER et contrôle des structures, importantes quand on veut exploiter et exercer son métier d'agriculteur, tout simplement.
Donc, il y a la partie administrative, contrôler structure. Donc, c'est un dossier que vous déposez à la DDT, comment dirais-je, dans lequel vous décrivez ce que vous exploitez déjà et ce que vous souhaitez reprendre comme exploitation. Ou à l'inverse, je crée une structure et je m'installe. Donc là, de la même façon, je décris du coup les caractéristiques de mon exploitation. Je mets tout le foncier. Donc, c'est souvent un peu fastidieux comme démarche. Et c'est le préfet donc, qui va se positionner et vous donner une autorisation ou non. Alors si on l'a pas, on peut pas exploiter. Il y a une publicité qui est faite en mairie sur le site et tous les propriétaires sont informés. Donc on a un délai de 4 mois en fait, avant de pouvoir savoir si on peut être autorisé à exploiter ou non. Alors, quand on est jeune agriculteur, en général, ça ne pose pas trop de difficultés parce que le but en fait, du contrôle des structures, c'est d'éviter les agrandissements excessifs ou en tout cas de laisser la possibilité à d'autres éventuellement de s'installer. Donc, ce qui est un peu particulier parce que bien souvent, je prends le cas d'une cession d'exploitation ou d'une vente, peu importe, notre vendeur se met d'accord avec un acquéreur bien défini qu'il a choisi, c'est très important en général. Et l'acquéreur n'est pas sûr de pouvoir exploiter et d'autres voisins peuvent très bien se manifester en disant bah, moi ça m'intéresserait aussi et déposer donc un dossier également à la DDT, puisqu'il y a une sorte d'appel d'offres qui est faite et le propriétaire, le vendeur peut se retrouver finalement avec un autre exploitant que celui qu'il avait choisi. Donc c'est un peu particulier. Voilà, bon, en général on essaye de faire en sorte d'avoir un schéma qui convienne pour que nos repreneurs puissent reprendre l'exploitation. Et ensuite, enfin, je me permets, du coup, la SAFER, c'est la deuxième formalité. Donc la SAFER, c'est un organisme qui a pour objectif de réguler le marché foncier agricole, donc surtout en termes de prix, pour éviter des prix qui soient trop excessifs. Donc elle intervient en cas de vente de foncier. Donc nous, notre rôle, c'est de purger son droit de préemption. Alors il y a des exceptions qui existe, notamment quand c'est le locataire de parcelle qui rachète son foncier. Donc là, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, donc, nouveauté, c'est la loi sans passe-tout. Donc ça date d'il y a 2-3 ans, puisque la SAFER maintenant a un droit de contrôle sur les cessions de parts de société. Donc, de la même façon, quand vous cédez votre exploitation, on peut avoir besoin de l'autorisation du préfet. Donc le préfet, il intervient tant pour la partie contrôle des structures que pour la partie SAFER, à double titre. Et donc de la même façon, on a un délai de 4 mois, donc vous devez présenter tout le descriptif de l'exploitation, et éventuellement de ce que vous exploitez déjà. Et c'est la SAFER qui donne un avis, qui transmet le dossier au préfet, qui va donc donner son autorisation ou non. Et si elle considère que vous avez déjà une surface trop importante et que voilà, vous ne remplissez pas les cases, si je puis dire, vous pouvez être amené à proposer des mesures compensatoires. Donc, c'est-à-dire de dire bah, je veux reprendre telle exploitation, mais je suis prêt à laisser ces 20 hectares qui m'appartiennent ici en compensation pour pouvoir me permettre de m'agrandir. Voilà, alors c'est des formalités administratives fastidieuses. Pour les avoir testées aussi, ça peut être très long. Enfin, on remplit presque parcelle par parcelle, tout le descriptif. Donc, il y a beaucoup de détails qui est donné. Donc, voilà. Et puis, bah, des délais très longs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut reprendre une exploitation agricole, il y a au moins un délai de 6 à 9 mois qui peut se passer le temps d'atteindre tous ces objectifs-là. Voilà. Mais on en reparlera certainement après par la suite. Ok, donc le plan entreprise individuelle, je vous le présente et ensuite Ophélie, tu nous traiteras des EARL. Donc les entreprises individuelles en Île-de-France, déjà en termes de surface, il faut savoir que 50% des terres agricoles sont cultivées en Île-de-France. Ensuite, si on s'intéresse au nombre d'exploitations entre 2000 et 2020, eh ben, on a eu une perte de près de 3000 exploitations. Les plus touchées, c'est les plus petites entreprises, c'est les entreprises individuelles. Passé de 5500 à 1700 en 2020. Ça n'est pas la surface qui a diminué, c'est généralement les petites entreprises qui se sont fait racheter. Donc, on vient présenter juste les conséquences, donc des causes globales de cette baisse du nombre d'exploitations en général, c'est dû à des facteurs économiques.
notamment une hausse du coût de production, une concurrence internationale qui est accrue et un endettement élevé par rapport au foncier, le machinisme qui explose pour des facteurs aussi sociaux et démographiques avec un vieillissement de la population agricole, des difficultés de transmission, les transmissions coûtent cher et puis en plus de ça, en fonction de comment le métier est présenté et de notre vécu, c'est un secteur qui peut être peu attractif. Et ensuite, des facteurs structurels. Les petites exploitations, elles sont moins compétitives et en plus, pour rester, elles doivent toujours se moderniser, ce qui est coûteux. Et en plus de ça, beaucoup de pression réglementaire, environnementale qui parfois découragent. Donc, les petites structures qui ont donc moins de marge de manœuvre sont les plus touchées. Et on constate une baisse en nombre de moitié de ces exploitations depuis 2010, une hausse des formes sociétaires, donc les entreprises individuelles sont reprises ou bien apportées en société pour des raisons de restructuration, de réorganisation. Ce qu'on rencontre en pratique fréquemment vraiment être dans ce domaine-là, c'est en effet des enfants qui n'ont pas du tout fait d'études agricoles, qui ne sont pas du tout intégrés dans cette partie-là. Donc les parents vendent, en général, vendent. Après, le rachat ou la reprise d'une exploitation agricole coûte un certain prix. Et en fait, ce prix est souvent déconnecté de la réalité économique. C'est-à-dire que le prix de cession n'est pas du tout en phase avec la rentabilité d'une exploitation. Donc pour ça, il faut déjà être un peu structuré et un peu équipé entre guillemets en termes d'exploitation pour pouvoir absorber d'autres exploitations. Donc il y a tous ces phénomènes-là, à mon avis, qui font aussi qu'on a des regroupements d'exploitation pour ces raisons-là. Aujourd'hui, quand on installe un jeune exploitant au prix de marché, c'est quand même assez compliqué et dans tous les dossiers que l'on a, souvent le jeune s'installe avec l'aide de ses parents, avec le support de l'exploitation familiale. Il y a tout le matériel, etc., tous les équipements pour. Donc, sans cela, c'est quand même assez. Ça existe, mais c'est quand même plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué, comment dirais-je, de prendre. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qu'on rencontre, mais pas que, comme je vous disais. Donc, il y a les parents qui n'ont pas de successeurs. Ou alors, au contraire, les parents qui en ont un. Donc là, vous avez un enfant, deux enfants qui va s'installer, reprendre. Et bien souvent, il y a la ferme familiale. Et puis, parfois, quand on peut, c'est de reprendre une ferme à côté, si je peux dire, pour pouvoir installer tous ces enfants. Donc, et avoir une surface qui soit viable. Exactement. Voilà. Alors, entreprises individuelles, on y vient. Déjà, pourquoi il y en a encore? Parce qu'elles sont souvent appréciées pour leur simplicité de mise en place. Un dépôt de CFE, une ouverture compte bancaire et la structure est créée. Il n'y a pas de formalité préalable de constitution, pas de capital, pas de formalité de greffe. Pas de statut de société rédigé et travaillé. Exactement. Ensuite, la loi du 14 février 2022, elle a créé un statut commun pour tous les travailleurs indépendants. Les entreprises, les exploitations, en tout cas les statuts individuels ont été regroupés dans un statut commun, l'entrepreneur individuel. Et cette loi, elle apporte une séparation de plein droit du patrimoine perso et pro. En termes de régime fiscal, on est sur de l'IR ou l'IS. L'IR, c'est le régime de droit commun, mais on peut opter pour l'IS en se connectant, en tout cas en faisant la démarche sur le site des impôts, en demandant une assimilation à une EARL. Et ça vaut l'option LIS. Donc cette loi du 14 février 2022, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, avant l'arrivée de cette loi, les entrepreneurs individuels n'avaient une protection uniquement sur la résidence principale qui était insaisissable. Aujourd'hui, en tout cas depuis cette loi, c'est différent. Tout le patrimoine personnel est insaisissable, mais il y a quand même des nuances. Les éléments nécessaires à l'activité professionnelle sont saisissables. Ce qui peut poser problème parce qu'il y a souvent une confusion pro-perso dans ce type d'activité. Et, par exemple, le cas de la voiture. Voilà. Ensuite, un point de vigilance, les entreprises individuelles créées avant le 14 février 2022, eh bien, la dissociation pro-perso, elle s'applique seulement sur les créances nées après l'entrée en vigueur, donc le 15/05/2022. Donc l'inconvénient majeur de l'entreprise individuelle, parce que jusqu'ici tout était rose, c'est au moment de la transmission.
Parce que vous allez effectivement pouvoir proposer du trail seulement si la transmission est intégrale de l'entreprise et que la transmission se fait en une seule fois. Ça peut poser problème, surtout en termes de coûts, parce que ça fait beaucoup de tout transmettre en une seule fois, mais le gros problème, c'est par rapport au foncier. Parce que quand on transmet une entreprise individuelle, on doit transmettre toute son activité et aussi tous ses biens qui servent à cette activité. Donc, un exploitant qui est propriétaire de son foncier doit transmettre d'office ses terres avec l'ensemble de sa société. Et c'est pas en général ce qui est souhaité, puisque les parents vont vouloir conserver leur foncier pour avoir des revenus. Donc justement, on propose 2 cas pratiques pour mettre en situation le problème. Donc, premier cas, Monsieur Lefebvre, qui est exploitant en entreprise individuelle, qui a 2 enfants. Il est propriétaire de son foncier, il aimerait transmettre à ses 2 enfants de son vivant, mais il voudrait tout de même garder un revenu pour sa retraite. Eh bien, s'il veut transmettre son exploitation en bénéficiant du trail, il va devoir la transmettre globalement, donc son exploitation et le foncier. Et au moment de cette transmission, tout rentre en indivision, ce qui peut franchement poser problème, notamment si un des 2 enfants n'est pas exploitant, comment on arrive à un partage équitable. C'est le problème qui se pose. Et en plus, c'est dans le foncier, Monsieur Lefebvre, il n'aura plus de biens qui lui rapportera un revenu régulier. Et la gestion future, elle sera forcément plus difficile parce qu'il n'y a pas de part, il n'y a pas de cadre juridique clair. Donc, une manière de contourner ce problème, ce serait déjà que Monsieur Lefebvre crée un GFA. Il apporterait alors son foncier au GFA. L'entreprise individuelle perdrait alors la propriété du foncier parce qu'elle aura été transmise au GFA. Ensuite, M. Lefebvre pourrait transmettre son entreprise individuelle à ses enfants en bénéficiant du trail. Il serait alors en indivision au moment où ils reçoivent l'entreprise et il pourrait continuer d'exploiter en louant les terres à leur père, les terres qui appartiennent donc à ce moment-là au GFA en contrepartie d'un fermage. Et ensuite... Donc le GFA, c'est une société, une sorte de SCI, enfin, je ne sais pas quel est, je me permets de l'expliquer, donc c'est une sorte de société civile immobilière, mais agricole, donc on parle de groupement foncier agricole, de GFA, qui a vocation à détenir du foncier agricole ou viticole. Ce foncier-là a vocation également à être loué par bail à long terme au profit de l'exploitant, et on peut avoir des exonérations fiscales importantes en cas de transmission des parts du GFA. Donc, pour la petite explication, alors moi, ce cas pratique, je l'ai rencontré en pratique et effectivement, on a procédé de cette façon-là parce que les parents n'avaient pas du tout envie de transmettre leur foncier tout de suite, en tout cas aux enfants, mais ils voulaient dans tous les cas conserver la maîtrise et les revenus. On s'était posé la question de passer l'entreprise en société avant de transmettre, ce qui évitait tous ces sujets de transmission des terres. Alors ça n'a pas été possible pour des raisons fiscales de plus-value et autres, donc on a choisi de faire ça de cette façon-là. Et puis j'anticipe peut-être un peu, mais l'étape 3 que vous voyez sur la diapo, c'est que les 2 enfants, après, plutôt que de rester en indivision, qui est quand même un peu compliqué en pratique, ont pu apporter l'entreprise à une ERL, donc dans laquelle ils sont associés, et du coup donner un cadre à leur association, plutôt que de rester en indivision directement sur les matériels et autres, sur les différents actifs de la société. Tu parlais du pacte du trail, bon, j'y reviendrai aussi parce que c'est important, et j'en parle notamment pour les transmissions de parts de société. Donc le pacte du trail, en 2 mots, c'est un dispositif fiscal qui permet aussi d'avoir une exonération de 75% sur les entreprises transmises aux enfants, et donc ça s'applique tant aux entreprises individuelles qu'aux parts de société, sous réserve de remplir certaines conditions. Je vous donne ce point d'explication, mais comment dirais-je, après je ne sais pas quel est le degré de connaissance de ces dispositifs fiscaux. Je vois qu'il y a une question qui a été posée, c'est l'apport du foncier au GFA, quid des plus-values? C'est une très bonne question, puisqu'en effet, en apportant vos terres au GFA, c'est comme si c'était une vente en fait du foncier au GFA, et donc susceptible d'être taxé aux plus-values. Nous, dans le cas de figure, on avait bien sûr regardé le cours de cet apport au GFA,
il n'y avait pas d'imposition sur la plus-value, donc il n'y avait pas de sujet. Mais dans d'autres situations, on l'avait étudié et on l'a mis de côté parce qu'il y avait des dizaines de milliers d'euros d'impôts sur la plus-value, donc il n'y avait pas d'intérêt à opter pour ce schéma-là. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. On essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche en chiffrant tous ces aspects-là, donc tant plus-value professionnelle sur la transmission de l'entreprise que plus-value éventuelle sur les apports de foncier à des GFA. Et d'ailleurs, en pratique, alors là c'était un cas particulier, mais c'était pour vous montrer un peu les limites du système aussi. En pratique, on fait de moins en moins de GFA, alors souvent pour ces raisons fiscales, mais aussi parce que souvent c'est une manière de déguiser ou d'habiller un peu une indivision. Alors ça permet voilà, de déterminer les règles d'une indivision plutôt que d'être dans une indivision en direct sur des terres, mais souvent pas forcément à l'avantage de ceux qui ne sont pas exploitants, qui ont des parts de GFA bien souvent en nue propriété. Donc voilà, c'est pas forcément le choix le plus avantageux dans certaines situations. Alors, avec un fermage, comment font-ils, je me permets de lire les questions, pour vivre compte tenu du faible montant? Et ben oui, effectivement, le fermage n'est pas toujours très élevé, mais ça, c'est un calcul également que l'on fait. Enfin, on demande toujours à nos clients qui veulent céder à leurs enfants de budgéter ce dont ils vont avoir besoin pour vivre, parce que le jour où on n'a plus la société, donc on n'a plus les revenus de la société, bien sûr, on peut avoir donc des fermages, ça c'est très bien, mais effectivement, c'est pas la retraite agricole qui est minime et les fermages qui peuvent permettre souvent de vivre. Donc dans ce cas-là, alors on leur demande de faire ce petit calcul-là, et puis il faut aussi penser à toutes les charges qu'on fait passer dans la société. Je pense à tout ce qui est EDF, abonnement téléphonique, enfin toutes ces dépenses-là qu'on n'a pas forcément en tête parce que c'est la société qui les paye. Et c'est pas souvent simple, hein. Encore la semaine dernière, on me demandait, mais moi, comment, enfin, à votre avis, de combien je vais avoir besoin pour vivre? Alors, je suis pas capable de répondre à la question, c'est propre, bien sûr, à chacun. Mais dans ce cas-là, la solution, c'est de dire, bon, bah, si vous n'avez pas assez de ces revenus et de ce fermage, on peut aussi imaginer à la fois de donner son exploitation, enfin d'en donner une partie, mais de vendre l'autre partie. Donc là, en entreprise individuelle, ce n'est pas possible. Mais par exemple, dans le cas d'une société, enfin, du coup, j'anticipe un peu sur ce que j'allais vous dire, mais là, ça s'y prête bien. On peut tout à fait décider, avec une société agricole, de mixer la vente et la donation en disant bah, j'en donne une partie à mes enfants. En revanche, je leur vends le surplus. Ça me permet d'avoir un capital, en général, qui est exonéré de plus-value, enfin une vente de part qui est exonérée de plus-value, donc un capital net de fiscalité qui sera ma réserve financière pour ma retraite. Voilà, si j'ai des terres, donc soit je les loue aussi à la société ou aux enfants, mais je peux aussi décider de dire bah, j'en vends une partie à la société qui les exploite. Ça me permet de dégager un capital net de fiscalité. Enfin, voilà, il y a différentes façons de le gérer, mais bien évidemment, ce sont des choses qu'on anticipe dès le départ pour savoir si nos clients qui transmettent vont avoir suffisamment de quoi vivre. Donc 151 septies B et 151 septies sur les terres. Oui et oui. 151 septies B, alors si je ne me trompe pas, c'est l'exonération au départ à la retraite, donc effectivement dont on peut se servir. Et ça, j'en reparlerai aussi ensuite, puisque comme je vous parle des transmissions de parts de société, donc on a différents dispositifs d'exonération. Soit le 151 septies tout court, qui est fonction du chiffre d'affaires, donc ça, si on peut l'appliquer très bien. Le 151 septies B, si jamais je n'ai pas malheureusement cette exonération liée au chiffre d'affaires, eh bien, on va au moins pouvoir opter pour ce dispositif-là en s'exonérant de la partie impôt sur la plus-value, impôt sur le revenu, pardon, mais en gardant les prélèvements sociaux. Donc ça, effectivement, si on peut, on opte pour ce régime-là, bien évidemment, si on ne peut pas opter pour les autres. Et sur les terres, 151 septies, alors je pense peut-être au 151 septies A. Alors je confonds parfois A et B, donc il y a celui donc, qui est lié au départ à la retraite et celui donc, pour les terres, par exemple, qui sont au bilan. Alors je ne sais pas si c'est celui-ci dont vous parliez, mais en tout cas, effectivement, le fait d'avoir des terres au bilan de sa société n'est pas un inconvénient, puisque au moment d'une transmission, par exemple, alors je vous cite ça comme exemple, mais ça intervient un peu comme ça, c'est pas forcément dans le cadre là, du thème de l'EIRL, de l'entreprise individuelle, mais
C'est pour illustrer mon propos. Bien souvent, au cours de sa vie, un exploitant peut avoir à racheter son foncier. Donc bien souvent, la capacité est là au sein de sa société. C'est parfois plus simple de faire acheter par la société plutôt qu'à titre personnel, puisque ça veut dire en s'endetter à titre personnel, prélever dans les revenus les résultats de la société, parfois dans la trésorerie de la société, ce qui peut aboutir à des comptes courants débiteurs, ça on en compte très fréquemment. Donc si j'ai des terres achetées par la société et qu'un jour se pose la question de la transmission, il n'y a rien de dramatique parce qu'on peut tout à fait ressortir les terres de la société et maintenant, au bout de 15 ans, grâce à cet article 151 7 pièce A, on peut s'exonérer d'impôt sur la plus-value en retirant ces terres du bilan. Alors, sur une société mixte agricole et revenus fonciers, est-ce qu'un GFA est adapté ou faut-il privilégier une autre forme juridique? Alors, si c'est une société mixte, exploitation et détention de foncier, je pense que la forme adaptée, c'est une société d'exploitation agricole plutôt qu'un GFA, puisque la société aura vocation à exploiter les terres dont elle est propriétaire. Donc, à mon avis, c'est plus une société d'exploitation qu'un GFA qui n'a vocation. Alors, un GFA peut aussi être exploitant. Vous allez voir, on en parle rapidement dans mon introduction, mais je l'évacue parce qu'on le rencontre jamais en pratique. Pour moi, un GFA, en tout cas dans ce qu'on rencontre, c'est une société qui a vocation à détenir du foncier et à le louer. C'est une société patrimoniale. Donc, pour répondre à la question, c'est une société d'exploitation plutôt qu'une société patrimoniale agricole. B, abattement selon durée de détention. Donc, c'est bien ce qu'on disait. Alors, voilà, je n'ai pas révisé A et B, j'ai toujours le doute, mais je peux regarder, j'ai mon mémento à côté de moi. Et 151 pièces de chiffre d'affaires, alors inférieur à 350 000 euros. Et pour compléter effectivement avec ce que vous dites, 450 000, c'est un nouveau dispositif pour les jeunes agriculteurs. Et là, j'ai l'occasion de le pratiquer dans un dossier où, en effet, donc j'ai deux exploitants qui cèdent leur société à un jeune. Ils sont à 400 000 euros en moyenne de chiffre d'affaires, et par chance, du coup, on peut bénéficier de ce dispositif-là. Alors, du coup, ça veut dire qu'on attend l'année prochaine parce que là, c'était un peu trop juste. Mais l'année prochaine, ils pourront tout à fait opter pour cette exonération-là, puisque quand on cède à un jeune agriculteur, alors avec toutes les conditions qui doivent être remplies par ailleurs, celles qu'on a pu voir notamment tout à l'heure, on peut avoir une exonération. Les limites sont repoussées à 450 000 euros. Donc pour compléter sur cet aspect-là, je ne sais pas encore une fois si tout le monde connaît ce dispositif-là, mais la cession de son entreprise peut être exonérée d'impôt sur la plus-value. Donc on parle de plus-value professionnelle. Si le chiffre d'affaires moyen dégagé est inférieur à 350 000 euros pour les 2 dernières années, et seuil rehaussé à 450 000 quand on cède spécialement à un jeune agriculteur. Et quand on est en société, on va regarder la quote-part de chiffre d'affaires détenue par notre associé exploitant, tant dans la société dont les parts vont être cédées, que dans les autres sociétés agricoles dans lesquelles il peut aussi avoir des parts sociales. Et entreprise individuelle, c'est pareil, c'est le même principe. Ce seuil, il est défini sur la totalité de l'entreprise, pas que sur une seule partie. Voilà. Bon, on est un petit peu... Enfin, c'est intéressant. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions au fur et à mesure, mais voilà, encore une fois, on en reparlera de tout ça. C'était prévu ce matin. Alors, on a eu une heure et demie pour vous parler de tous ces sujets-là. Donc, c'est très intéressant. On ne rentre pas dans tous les détails, le détail des conditions, etc. Mais voilà, c'est d'avoir au moins à l'esprit ces dispositifs-là et d'aller rechercher ensuite si on peut les appliquer à notre cas de figure. Exactement. Donc voilà pour l'entreprise individuelle et donc le passage en société. Donc je reprends la petite histoire. S'il y a un passage en société, on crée forcément un système de parts. Et ce système de parts, il permet, par exemple, si un des enfants a un conjoint, et possiblement de l'associer. Et ça lui permettrait d'avoir une participation active en gestion et puis aussi, pourquoi pas, accès au patrimoine. Pour le cas d'un enfant qui n'est pas exploitant, eh bien, le partage il est franchement facilité parce que, par exemple, le foncier peut être partagé à 50-50 pour chacun des enfants. Le non-exploitant, il va recevoir les fermages de l'exploitant, ce qui lui fera déjà un premier revenu. Et ensuite, concernant les parts, eh bien, l'exploitant, il pourra avoir un pourcentage plus élevé puisque c'est lui qui travaillera et qui aura une gestion active. Donc, ce pourcentage attribué, il sera sur mesure
il y aura une équité qui sera possible et en fonction du travail de chacun. C'est un modèle qui sera sur mesure et qui pourra s'adapter. Donc voilà pour le premier cas. Deuxième cas, Madame Leduc, qui est en entreprise individuelle, qui a 3 enfants. Elle est propriétaire de son foncier. Donc 3 enfants, dont un mineur. Et malheureusement, elle décède brutalement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en entreprise individuelle, il n'y a pas de création de personne morale. Donc, il y a une disparition de l'EI en même temps que la personne. Et tout rentre en indivision successorale. Le cas de l'enfant mineur, il va compliquer encore plus les choses avec le juge des tutelles. Ça va apporter une lenteur dans toutes les décisions parce que il n'y a pas de système de part, il n'y a pas de structure juridique et la gestion, elle sera complètement paralysée entre les enfants. À chaque décision, l'unanimité, elle est requise. Donc, mélanger avec le juge des tutelles, ça ajoute encore et encore des lenteurs et c'est surtout source de conflits familiaux importants. Donc, un moyen d'éviter ces situations, ça aurait été de transformer en société préalablement à l'arrivée des enfants. La création en société, elle aurait pu se faire sur un statut avec associé unique, de prévoir les conditions de transmission en cas de décès aux enfants. Et surtout, en société, il y a une création de personnes morales, donc il y a une continuité juridique. La société continue d'exister juridiquement. Et les enfants auraient reçu au décès des parts sociales. Le gérant, il aura pu être désigné dans les statuts. Et le cas du mineur, en tout cas dans une ERL, il est intégrable dans les statuts. Et l'intervention du juge des tutelles, elle aurait été moins importante. En plus de ça, la société ne s'éteint pas juridiquement, donc il y a une poursuite des contrats, clients, des fournisseurs, tout reste lié à la société. Et ça, forcément, ça évite des conflits familiaux importants grâce au cadre juridique des parts sociales. Tout à fait. Alors, il y a aussi un peu des conséquences fiscales, puisque pour votre entreprise, l'entrepreneur décède, l'agriculteur décède, donc c'est la liquidation de l'entreprise individuelle, donc en cas de transmission par décès et donc taxation de plus-value et droit de succession. Alors on l'a vu par chance, on a quand même ces dispositifs fiscaux de report de plus-value, je pense à l'article 41 du CGI, si je ne me trompe pas, dans les numéros, et au pacte Dutreil qui s'applique, etc. Mais c'est quand même assez compliqué et en effet on se retrouve en indivision ensuite, parfois avec des mineurs, l'épouse, il faut quand même que quelqu'un reprenne l'activité, etc. Donc tous ces sujets sont déjà plus faciles à gérer en cas avec une société, puisqu'en effet, si on a des mineurs, on peut déjà éviter qu'ils deviennent associés de plein droit dans la société en rédigeant les statuts correctement, ou en tout cas de laisser le choix, parce que parfois, l'épouse, si elle doit racheter des parts aux enfants, elle n'a pas forcément les moyens autres, donc voilà, au moins on le maîtrise et on ne le subit pas, si je peux dire. Ça, et puis en plus, je pense à ça parce que j'ai un dossier qui me vient aussi en tête où on a un client qui venait de divorcer, un agriculteur, donc avec des enfants mineurs, et du coup, personne pour reprendre sa suite s'il lui arrivait quoi que ce soit, et ayant vu des cas de décès un peu soudains dans son entourage, on a mis en place du coup des clauses bien spécifiques et on a désigné d'avance un autre gérant qui était son frère, également agriculteur, qui pouvait automatiquement reprendre la suite en cas de décès. On a ces outils-là et notamment donc, les statuts qui permettent d'assurer un petit peu la suite dans la mesure du possible, parce qu'on a beau écrire des choses, mais après la réalité fait que c'est pas toujours non plus évident. Et après, vous avez d'autres choses, d'autres outils, mais ça, on sort un peu du cadre société agricole. Ce sont des mandats de protection future ou autres, où on désigne d'avance quelqu'un qui pourra gérer un peu toute cette partie professionnelle. Voilà. Donc, encore une fois, il y a des choses qui existent, il ne faut pas hésiter à en parler, à le proposer, à le suggérer, et surtout, bien, on le verra ensuite, bien écrire les statuts, voir si ça correspond toujours à la situation de vos clients, alors qui a vocation à évoluer dans le temps, donc ça s'adapte, ça se modifie, et voilà. Eh bien, je te laisse poursuivre. C'était la petite transition du coup, pour la partie société. Alors, donc je vais vous parler de l'EARL, donc
exploitation agricole à responsabilité limitée. Alors, comme on vient d'expliquer, l'exploitation individuelle a bénéficié de certaines améliorations avec ces derniers apports législatifs, hein. C'était la séparation bien souhaitée du patrimoine professionnel du patrimoine privé. Mais en pratique, on constate que le choix d'une société s'impose de plus en plus pour nos clients, et donc pour plusieurs raisons. Pour des raisons juridiques, fiscales, une meilleure organisation familiale, hein, ça, on le verra, mais le fait d'être en société permet d'associer son conjoint, ses enfants de manière progressive, par exemple, et donc de préparer sa transmission, hein, plutôt que de la subir, comme on vient de l'évoquer, et surtout de séparer de manière très franche, si je peux dire, de manière très nette, le patrimoine professionnel du patrimoine privé. Donc, en réalité, aujourd'hui, la création d'entreprises individuelles est en forte baisse, et à l'inverse, le nombre de sociétés agricoles ne cesse de croître. Et le RL, donc, c'est le choix de la forme sociale le plus répandu, hein. Plus de 60% des sociétés agricoles sont créées ou existent sous forme de RL. En comparaison, vous avez donc d'autres types de sociétés agricoles. Vous avez donc la société civile d'exploitation agricole, la SEA, qui fera l'objet d'un autre détail, enfin j'anticipe un petit peu, hein, sur ce que j'allais dire ensuite, qui fera l'objet d'un autre webinaire. Et ensuite le GAEC, donc c'est les 3 formes les plus répandues, hein, pour l'exercice d'une activité agricole. Et le GAEC, c'est pareil, on en parlera lors d'un prochain webinaire. Voilà. Et le GFA, comme je vous le disais, je le mets de côté. Le GFA, donc par principe, on va dire que c'est plutôt une société patrimoniale qui a vocation à détenir du foncier et que du foncier. Dans certains cas, le GFA peut être exploitant, mais encore une fois, moi en pratique, je ne l'ai jamais rencontré. On pense naturellement plutôt à l'ERL, pardon, ou à la SCA plutôt qu'au GFA pour l'exercice d'une activité agricole. Donc moi, à titre personnel, dans le cadre de mon activité, on crée très rarement des entreprises individuelles. Quand on le fait, c'est pour des situations bien précises. Et là, le dernier cas que j'ai en tête, c'est le cas d'un exploitant qui souhaite reprendre une exploitation agricole. Il a déjà une société, sauf qu'il est déjà considéré comme avoir trop de surface. Donc du coup, son épouse étant également à un diplôme agricole, donc il décide de l'installer sur une surface qu'il souhaitait reprendre chez un voisin. Et donc, plutôt que de recréer une société pour son épouse, ce qui alourdissait un peu l'organisation professionnelle, eh bien, on a décidé d'installer son épouse directement en étant en entreprise individuelle. Et le but étant, d'ici quelques années, de tout regrouper. Ça dépend aussi un peu de la transmission, parce qu'ils ont plusieurs enfants et éventuellement tous potentiellement agriculteurs. Donc voilà, donc ça permet de ne pas créer de société pour créer une société, peut-être à terme pouvoir tout regrouper dans la même structure. Mais voilà, donc c'est vraiment des cas très précis. Mais en général, quand on vient nous consulter quand on démarre une activité agricole, d'exploitation agricole, bien souvent, on va orienter directement vers une société. Ça évite de passer par la case entreprise, puis ensuite apport de mon entreprise à une société, qui se fait parfois avec des plus-values professionnelles, enfin des taxations de plus-value ou autres, enfin avec des conséquences fiscales qu'on peut maîtriser, mais pas en totalité. Donc, on conseille d'emblée de se mettre en société. Et tu le disais tout à l'heure, la création d'une entreprise individuelle, c'est très simple. C'est un formulaire déposé au greffe, et c'est fait très rapidement. Mais il faut savoir que la création d'une société, aujourd'hui, ça se fait aussi très facilement. On va dire que le plus fastidieux, c'est la rédaction des statuts, qui est adapté en fait aux besoins des clients. Mais une fois que les statuts sont validés, eh bien le dossier est déposé au greffe, et en 24 heures, vous avez un extrait cabis. Donc, je dirais que c'est plus non plus une contrainte absolue que de passer par ces étapes-là pour créer une société. Donc voilà. Et là, j'ai aussi le cas en tête d'un dossier dans lequel notre cliente, monsieur agriculteur avec sa société, sa femme, pardon, a repris aussi une exploitation, donc avec des animaux, c'était des vaches laitières, je crois, ouais. Et donc, elle avait décidé de créer d'exploiter sous forme d'entreprise individuelle pour éviter la lourdeur d'une société, etc. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, alors elle a des bons résultats, etc. Donc, fiscalement, c'est un peu la casse, et également en termes de cotisation sociale. Donc, elle se dit, il faut que je passe absolument en société et à l'impôt sur les sociétés pour optimiser cette partie-là.
Et ça a été assez compliqué parce que vous avez une certaine valeur de tous ces actifs qu'il faut apporter en société. Et donc, on a dû se poser la question d'un rapport de plus-value ou non. Enfin, il y a eu quand même quelques sujets. Ça n'a pas été simple. Et il y avait quand même un prix à payer pour passer en société. Donc, si on peut l'éviter dès le départ, tant mieux. Je dirais que le seul avantage dans ce genre de situation, c'est qu'on peut réévaluer ses actifs et les réamortir dans sa société. Donc, parfois, on peut avoir des petites compensations de cette façon-là. Voilà, donc encore une fois, c'est plutôt rare et on concède plutôt très souvent de la création de société plutôt que d'entreprise individuelle. Donc l'option du choix de telle ou telle société, elle est guidée notamment par le nombre d'associés, par la nature de leur participation aux travaux. Donc tout à l'heure on le disait, vous pouvez avoir une casquette d'exploitant ou alors on peut être aussi associé non exploitant. Si on a des associés mineurs, si on a des associés, donc des incapables majeurs ou des personnes morales. Donc tout ça, ça va nous guider aussi pour choisir telle ou telle société. Le montant du capital social également. Et alors spécifiquement pour les GAEC, c'est qu'on a une certaine transparence et une multiplication, si je puis dire, des aides PAC et de certains avantages fiscaux. Donc parfois, pour ces raisons-là, on va opter pour ce type de société. Alors vous allez me dire, pourquoi on n'opte pas systématiquement pour le choix d'un GAEC? Et parce qu'en fait, en pratique, c'est assez lourd administrativement pour la création. Alors encore une fois, j'anticipe sur la comparaison entre les sociétés, on en reparlera ensuite. Il y a un agrément administratif à obtenir et puis il y a un contrôle administratif au niveau du GAEC. Donc parfois, ça peut être lourd et tous les associés doivent exercer, être agriculteurs, donc c'est pas toujours le cas non plus. Donc finalement, moi je rencontre de manière plutôt ponctuelle. Et enfin, donc, pour terminer pour cette introduction, il faut savoir que bien sûr rien n'est figé, hein, et si vos clients ont démarré sous forme d'entreprise individuelle, rien n'empêche de passer en société. Ça se fait, ça se pratique avec du coup toute cette étude fiscale au préalable pour faire attention aux plus-values et à la taxation des plus-values. Donc voilà, on se pose la question des systèmes de report ou d'exonération, comme vous en parliez tout à l'heure, avec l'article 151 septies. Alors, il y a juste quelques questions. Alors, EI et décès du chef d'entreprise, bilan fiscal d'arrêt d'activité 60 jours ou poursuite de l'activité sur l'indivision. Pour moi, c'est la première réponse, non? Arrêt d'activité sur 60 jours, non, puisqu'on démarre une nouvelle entreprise, si je peux dire. Oui. Au niveau de la SAFER, sans passe-tout, ne font-ils pas le cumul de tous les hectares, mari et femme? Attendez, laissez-moi réfléchir. Sans passe-tout, donc ça va être une cession de part sociale. On l'évoquait, donc sans passe-tout, c'est le contrôle de la SAFER en cas de cession de part sociale. Et en fait, pour que la SAFER ait à donner son accord, il faut remplir 2 critères. Il faut qu'on prenne le contrôle de la société, donc plus de 40%, et que la surface exploitée au final, donc avec ce que j'ai déjà plus que je reprends, dépasse un certain seuil, qui est fixé aussi par le département. Et donc, s'il n'y a que madame, par exemple, qui reprend, on ne va pas regarder ce qu'a son mari. C'est 2 choses distinctes. Par contre, si son mari reprend des parts dans la société et que indirectement, c'est lui qui contrôle la société reprise, oui, on va regarder, du coup, on va faire le cumul de toute leur surface. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. Parfois, on se pose aussi des questions parce que entre les systèmes avec les sociétés holding détenues par l'un par l'autre, voilà, en général, on peut vite dépasser les seuils qui sont plus ou moins importants en fonction des départements. Je sais que c'est en Ile-de-France où ils sont assez élevés, ils sont à plus de 300 hectares. On arrive encore à passer en dessous des seuils, mais dans d'autres départements, c'est beaucoup plus faible. Donc, on est quasiment systématiquement au-dessus des seuils. Donc, en fait, maintenant, si vous voulez, on va d'emblée, on essaye de construire quelque chose et en général de présenter un peu le projet à la SAFER avant d'envoyer des notifications dans la nature. Pardon Marie-Jeanne. Ok, je crois que c'était tout pour les questions. Donc voilà pour revenir du coup à l'ERL, comment dirais-je, donc historiquement il y avait la volonté de mettre fin à la responsabilité illimitée de l'exploitant agricole individuel qui engageait finalement la totalité de son patrimoine pour le paiement du patrimoine professionnel. Et donc, c'est dans ce contexte qui a été créé en 1985, l'exploitation agricole à responsabilité limitée, donc l'ERL. Et donc, c'est une société qui est, comment dirais-je, soumise aux règles du Code civil, donc aux règles des sociétés civiles telles qu'on les connaît,
avec quelques dispositions spécifiques prévues donc, dans le code rural. Donc on va le voir en fait tout au long du déroulé là, ce matin. L'ERL, hein, c'est une société civile avec beaucoup de règles, donc je ne m'étalerai peut-être pas dans le détail parce que c'est plus important à mon avis de voir les spécificités agricoles. Mais en tout cas, voilà, toutes les règles générales du Code civil s'appliquent et donc il n'y a rien de compliqué entre guillemets à créer une ERL. Et dernière remarque, donc le statut de l'ERL n'a quasiment pas évolué depuis sa création. Et comme je le disais, hein, depuis 2016, on a pu constater que plus de la moitié des sociétés agricoles étaient constituées sous forme d'ERL. Donc l'ERL, donc on l'a vu, hein, c'est une société civile, puisque la nature de son activité, donc c'est une activité agricole, une exploitation agricole, qui est une activité civile et non commerciale. L'ERL peut être constituée par un seul associé. Et donc c'est là tout l'avantage de l'ERL, puisque c'est la seule société où on peut être associé unique, contrairement à la SCA et au GAEC. En revanche, le nombre d'associés est limité, 10 associés maximum, avec uniquement des personnes physiques. Donc, aucune société holding ne peut prendre de part dans une ERL. Donc, si un jour, ça arrive aussi fréquemment, hein, si on a une ERL et qu'on a une cession au profit d'un tiers qui reprend avec une holding, rien de plus facile, on transforme en SCA. Globalement, on transpose les règles de la SCA à l'ERL. Il n'y a pas beaucoup de distinction entre les deux, mais en tout cas, ça ne pose pas de difficulté. Il n'y a pas de conséquences à transformer la société. Et enfin, donc, la majorité du capital social, donc au moins 51%, doit être détenue par les associés qui participent aux travaux, donc les associés dits exploitants. Voilà. Et enfin, dernière règle, le gérant doit être impérativement associé exploitant. Voilà, donc toutes ces règles-là, c'est les seules règles un peu strictes qui s'appliquent aux ERL, et on le verra dans le prochain webinaire, mais en SCA, on a beaucoup plus de souplesse. Et enfin, dernier point surtout, c'est la responsabilité des associés qui est limitée au montant des apports. Et j'ai tout de suite nuancé mon propos, puisque bien évidemment aujourd'hui, donc, on a une responsabilité limitée, c'est très bien. Donc, le patrimoine est protégé. Sauf que bien souvent, le gérant qui va demander des financements bancaires pour le compte de son entreprise, donc de son ERL, eh bien, va devoir se retrouver, devoir se porter caution de ces engagements-là, donc caution de la société, puisque les banques ne sont pas folles, entre guillemets, et vont vouloir des garanties un peu plus conséquentes que celles uniquement du patrimoine de la société, de l'ERL. Donc, cette responsabilité limitée, c'est très bien sur le papier, mais qui est souvent à nuancer vis-à-vis de ces engagements de caution qui sont très fréquents en pratique. Alors, on l'a vu, donc les avantages de l'ERL, c'est l'ERL distingue juridiquement l'exploitation de la personne de l'exploitant. Donc, on a une autonomie qui facilite la continuité de l'entreprise et de l'activité, indépendamment des aléas qui affectent l'exploitant. Je pense notamment au décès. Ça permet une gestion financière plus adaptée grâce à un financement bancaire spécifique lié à cette activité. On a le système des comptes courants d'associés. Alors, je ne dirais pas que c'est un avantage ou autre, mais voilà, on peut faire des avances de financement à sa société par le biais de comptes courants. On évitera à l'inverse d'avoir des comptes courants débiteurs, mais ça c'est encore un autre sujet. On a une facilité de transmission, donc la structure sociétaire permet une transmission mesurée, adaptée et maîtrisée surtout. On peut aussi y associer son conjoint, ça peut donner une véritable place à son conjoint qui participe à l'activité. On connaît beaucoup de situations où le conjoint travaille sur l'exploitation mais sans avoir véritablement de statut. Donc là, il peut prendre part véritablement l'activité en étant associé exploitant, co-gérant. Et bien sûr, je passe le cas du salarié ou du conjoint collaborateur, mais là, l'intérêt, c'est d'avoir une véritable place dans l'entreprise. Et on peut maîtriser la transmission en procédant avec des transmissions progressives des parts sociales. Voilà, je peux décider de transmettre une partie, puis dans 2-3 ans, l'autre partie de mes parts. On le maîtrise et on n'a pas tout à transmettre d'un seul coup, contrairement à l'entreprise individuelle. Donc bien souvent, le RL, elle est confrontée à d'autres formes de sociétés. Voilà, on se pose la question, est-ce que je choisis le RL, la SCA, le GAEC? Et aussi, on a le cas des sociétés commerciales, on en reparlera dans un instant. Donc par rapport au GAEC, comme on l'a vu, le GAEC, c'est une structure qui est très encadrée. Quand on l'a créé, je l'ai fait une fois, vous avez tout un dossier à compléter, etc. Il faut un agrément administratif, il y a un suivi qui est aussi assuré et un contrôle
qui peut être effectué par l'administration. Il faut que tous les associés exercent leur activité en commun dans la société. Soit tous exploitants. Voilà, soit tous exploitants. On peut pas, alors, on n'a pas le droit d'exercer d'autres activités par ailleurs, sauf quelques exceptions, mais encore une fois, je laisserai les autres intervenants en parler lors du prochain webinaire. Voilà, mais en revanche, on a quand même l'avantage, et donc c'est tout l'intérêt du GAEC, d'avoir ce qu'on appelle une transparence, c'est-à-dire une démultiplication donc des aides PAC, des exonérations fiscales dont on parlait. Donc le seuil de 350 000 euros, bah, c'est par associé en fonction de sa quote-part détenue dans le chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a quand même certains avantages fiscaux non négligeables et ça vaut le coup de se poser la question. Et on rencontre souvent, chez les éleveurs, en fait, on a souvent ce type de société qui est choisi par les éleveurs. Et initialement, le GAEC, ça répondait un peu aussi aux organisations, aux besoins des organisations familiales il y a quelques années, générations même, puisqu'avant, tout le monde travaillait sur l'exploitation, les parents, les frères et sœurs, etc. Donc c'était organisé sous forme de GAEC, voilà, qui correspondait un peu à l'état d'esprit familial. Vous avez ensuite donc la Société civile d'exploitation agricole, la SCA. Donc là, à l'inverse d'une ERL, on a une énorme souplesse dans la rédaction des statuts, on n'a aucune contrainte particulière. On peut avoir des associés personnes morales. L'associé exploitant ne peut détenir qu'une seule part sociale. Voilà, il n'y a pas de minimum à respecter ici. Donc une grande souplesse ici. En revanche, une responsabilité illimitée. Voilà, il n'y a pas de limite ici dans le cadre d'une SCA. Donc bien souvent, alors nous, quand on réfléchit quelle société, c'est assez simple. Hein. Si on a un associé, on va aller opter pour le RL. Mais sinon, en général, on optera peut-être directement pour la SCA, qui est un peu plus souple et moins contraignante. Et enfin, donc, on a les sociétés commerciales. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais il est tout à fait possible d'exercer une activité agricole dans le cadre d'une SARL ou d'une SAS. La seule, donc, il y a une même responsabilité limitée, hein, comme le RL. En revanche, il y a certaines règles du code rural qui ne peuvent pas s'appliquer. Et je pense notamment à l'apport du droit au bail. Vous pouvez être locataire à titre personnel et mettre votre bail à disposition de la société. Et dans certains cas, on peut demander à son propriétaire si on ne peut pas tout simplement transférer le bail au nom de la société. Et bien, parfois, dans le cas d'une SARL, par exemple, ou d'une SAS, c'est interdit. Voilà, donc en général, on rencontre rarement ce type de société aussi, sauf quand parfois, et c'est quand même parfois souvent le cas, mais on a une autre solution, je vous en parlerai dans un instant, c'est quand on a à la fois cette activité agricole, mais aussi une activité commerciale à exercer en parallèle. Donc, je pense notamment, j'ai certains produits, je produis des légumes, etc., que je revends. Donc, ça, on est toujours dans le cadre d'une activité agricole. Mais parfois, dans le cadre de magasins à la ferme, on peut aussi acheter par ailleurs d'autres produits chez des voisins pour pouvoir les vendre. Donc là, on n'est plus dans le cadre d'une activité agricole, mais dans une activité commerciale. Et on peut décider de se mettre sous forme d'une société type SARL qui peut englober à la fois activité agricole et commerciale. Voilà, ce qui n'est pas toujours possible dans le cadre d'une ERL ou d'une SCA. Il y a des limites fiscales qui peuvent être rapidement dépassées. Donc voilà. Il y a peut-être des questions, pardon. Depuis le 2022, l'EI est également protégé. Eh bien, il y a une séparation du patrimoine. Alors oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, je me permets, le législateur a voulu en fait un peu se rapprocher, on va dire, de la société ou en tout cas de l'ERL en séparant très nettement les patrimoines pro et perso. Donc ce qui est très bien et ça répond à une problématique. Sauf qu'en fait, ça n'empêche que sur tous les autres aspects qu'on vous a expliqués, transmission, indivision, fiscalité et autres, c'est parfois pas toujours approprié et pas toujours facile d'application. Le seuil de chiffre d'affaires de 350 000 est-il acté définitivement? Alors la question est, alors malheureusement, je ne sais pas quelle sera la prochaine loi de finances. En tout cas, jusqu'à présent, oui, il n'y a pas de. C'est une mesure qui était votée, on va dire, de manière définitive. Après, les prochaines lois de finances, ça, je ne les maîtrise malheureusement pas, on aimerait bien. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu parler de quoi que ce soit par rapport à ça. Surtout que toutes ces mesures-là, elles ont été prises il y a 1 an, de mémoire 1 an. Oui. Et elles faisaient suite, notamment, vous avez certainement dû entendre parler des manifestations d'agriculteurs il y a 2 ans. Et en fait, il y a eu pas mal de mesures prises par la suite fiscale pour justement
simplifier. Et essayer de répondre un peu à leurs demandes. Et puis, voilà. Donc, il y a eu le dispositif de rehausser à 450 000 euros pour les jeunes agriculteurs. En fait, il y a eu beaucoup de mesures fiscales faites pour privilégier un peu les jeunes agriculteurs et les cessions ou transmissions aux jeunes agriculteurs. Donc, oui, c'est toujours d'actualité jusqu'à ce qu'on ait un nouveau gouvernement et de nouvelles mesures peut-être adoptées. Donc voilà, donc sur la constitution de l'ERL, alors très simplement, on l'a déjà évoqué en plus. Donc les associés, on l'a vu, 1 à 10 personnes, exploitants ou non, avec ce minimum de 51% du capital détenu par des exploitants. On peut avoir des mineurs qui sont admis depuis 2005. Avant, ce n'était pas le cas, donc ça crée des difficultés pratiques en cas de succession. Un associé possible, donc ça c'est le seul cas de figure pour les sociétés agricoles. L'objet social, donc on a l'exercice d'activités agricoles uniquement. On ne peut pas avoir d'autres activités civiles, ce qui est le cas par exemple dans le cas d'une SCEA. Et il n'y a pas de. Avant, il y avait une surface maximum qui pouvait être exploitée dans le cadre d'une ERL. Aujourd'hui, il n'y a plus de plafond. Le capital social, on a un minimum de 7 500 euros, pardon. Donc ça, c'est une autre contrainte pour l'ERL, puisqu'en SCEA, on n'a aucun minimum. Et ensuite, donc, pour les apports en nature, dans certains cas, il faut faire appel à un commissaire aux apports. Voilà, donc on vous a mis les critères ici d'exception à l'intervention du commissaire aux apports. Donc voilà. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, hein. C'est important bien évidemment, mais voilà, ça fait partie des quelques conditions qui doivent être respectées dans le cadre de la création d'une ERL. On en a parlé tout à l'heure, donc le foncier agricole, très important, et différentes façons de le mettre en valeur dans le cadre d'une société. Soit ma société est propriétaire de son foncier, on en a parlé tout à l'heure. Donc très bien, l'ERL va exploiter directement son foncier. Soit c'est notre exploitant personne physique, notre agriculteur qui va détenir son foncier, donc qui va pouvoir le louer à la société ou le mettre tout simplement en disposition. Donc ça, en fait, c'est une nuance qui est importante parce que bien souvent en pratique, nos clients vont dire bah oui, c'est ma société qui l'exploite, je lui mets à disposition. Et il faut vérifier s'il n'existe pas véritablement un bail rural, puisque dès que vous avez un fermage de versets, et même s'il n'y a pas de contrat écrit, on va se retrouver dans le cadre d'un bail rural qui va être mis en place. Et contrairement au bail rural, la mise à disposition, c'est un peu une exception à la règle, mais pour ça, il faut qu'on ait une convention écrite. Alors pourquoi on choisiterait plutôt un bail qu'une mise à disposition? Et le bail a l'avantage de pouvoir bénéficier d'exonération, notre agriculteur pourra bénéficier d'exonération fiscale importante en cas de transmission si ces terres sont louées par bail rural à long terme, donc de 18 ans au moins, au profit de la société. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment en pratique. Il n'y a pas de bail, donc on a un agriculteur qui a X dizaines d'hectares qui sont exploités par sa société et pas de bail. Donc là, c'est quand même dommage parce qu'il n'y a plus beaucoup de systèmes d'exonération fiscale en cas de transmission par succession ou donation. Il n'y a que le pacte du trade pour les transmissions de parts ou d'entreprises et les exonérations des baux ruraux à long terme qui, en plus, ont été aussi. Il y a eu des mesures prises là, en début d'année qui sont venues rehausser tous les seuils. Donc c'est vraiment à l'avantage du monde agricole. Et donc, c'est dommage de se priver d'un bail, alors c'est un acte notarié dont les frais sont en fonction de la surface et du fermage. Donc, ça peut vite coûter 1 500, 2 000 euros, en fonction de la surface, bien sûr, et du fermage, comme je vous le disais. Mais voilà, franchement, je pense que ça vaut le coup de régler ces frais-là plutôt que d'avoir à subir 20-30% de droits de succession en cas de succession ou de transmission des terres. Donc, ça, bien souvent, on le relève. Et on met en place des baux à long terme, plutôt qu'une simple mise à disposition qui n'emporte aucun avantage particulier. Le seul avantage, c'est qu'on sort spécialement du champ des baux ruraux, mais pas trop d'intérêt à mon sens. Et dernier cas de figure pour le foncier, c'est la mise à disposition d'un bail. Donc là, cette fois-ci, c'est le foncier est détenu par un tiers qui vous loue ses terres. Et là, moi, titulaire d'un bail, je le mets à disposition de la société. Et donc là, dans ce cas-là, je dois juste informer le propriétaire que j'exploite non pas à titre individuel, mais dans le cadre d'une société. Donc voilà pour la partie foncier, mais bon, ça pourrait aussi faire l'objet d'un webinaire à part entière. Les points de vigilance, on en a parlé quand on crée une société, c'est le contrôle des structures et la SAFER. Alors,
SAFER, c'est surtout en cas d'apport de bâtiments agricoles ou de terres. Dans ce cas-là, la société, il faut purger son droit de préemption. Donc, ça, pas de sujet. Et enfin, le contrôle des structures. Je crée une société agricole. Est-ce que je dois demander une autorisation d'exploiter? Là encore, c'est pas systématique, hein. Si je m'installe et que je suis en dessous d'un certain seuil, j'aurais besoin de rien demander. Parfois, et si je dépasse un certain seuil, et ben c'est le process dont on parlait tout à l'heure, demander une autorisation au préfet avec tout un dossier qu'on dépose à la DDT. Voilà. Enfin, bon, pour les formalités de constitution, je me permets de passer parce que la rédaction des statuts, c'est propre, c'est commun à toutes les sociétés, pardon, donc faire attention à la rédaction, bien l'adapter aux besoins de vos clients et attention aux clauses d'agrément, etc., pour que ça soit, que la suite puisse être maîtrisée. Voilà. Après, j'avais tout un petit topo sur les règles relatives au fonctionnement de l'ERL. Alors, rapidement aussi, parce que je vois qu'il reste un petit quart d'heure. Donc, la gérance, on l'a vu, au moins un gérant associé exploitant, donc il est nommé dans les statuts lors de la création. Et puis après, bon, on peut avoir des changements au cours de la vie sociale. Simplement, sa rémunération doit être comprise entre 1 et 4 SMIC. Les décisions collectives, rien de nouveau ici, hein, c'est pris en assemblée générale, par consultation écrite, etc. Donc tout ça, je me permets peut-être de passer parce qu'il n'y a rien de plus. En fait, ici, c'est commun au droit des sociétés de manière générale. Et enfin, donc, pour moi, la dernière partie importante, c'est tout ce qui est transmission, on va dire, des parts de l'ERL. Donc, avant de parler de la transmission, on a la transformation de l'ERL en une autre forme sociale. Ça, on l'a vu, rien de compliqué et on le voit souvent en pratique quand on passe de l'ERL à SEA pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, l'arrivée d'une personne morale dans la société, par exemple, ou si j'ai mon seuil de part sociale détenu par l'exploitant qui descend à moins de la moitié pour des raisons X ou Y, mais voilà, on va être amené à transformer la société. Et la dissolution, ce sont les cas, les règles de droit commun, si je peux dire, qui s'appliquent, avec quelques particularités malgré tout, parce que si on ne respecte plus les conditions que vous évoquiez tout à l'heure, ça peut entraîner la dissolution de la société. Exemple, si mon capital devient inférieur à 7 500 euros, ça peut entraîner la dissolution de la société. Alors, ça ne se fait pas de manière automatique, il y a une mise en demeure, etc., qui est faite par tout intéressé. Mais voilà, en tout cas, ce sont des causes supplémentaires de dissolution, autres que l'expiration du terme ou l'extinction de l'objet social, enfin, tous les cas, encore une fois, qui existent dans le Code civil. Voilà, donc, alors je suis allée un petit peu vite, effectivement, avant de parler de la transmission, donc on a le régime fiscal de l'ERL. Et bien là, donc, deux régimes, hein, que vous devez peut-être, que vous connaissez certainement, le régime de l'impôt sur le revenu, qui est le régime de droit commun, qui s'applique de manière un petit peu automatique à nos ERL, et le régime de l'impôt sur les sociétés sur option. Donc là encore, rien de nouveau. L'ERL unipersonnel, donc c'est comment dirais-je, c'est la seule société qui peut bénéficier du régime du micro-BA. Donc le micro-BA, c'est comme les micro-BIC, les micro-BNC, on a un certain pourcentage du chiffre d'affaires qui est soumis à l'impôt. Comment dirais-je, et le seuil, donc, il est de 120 000 euros hors taxe. Enfin, le seuil à ne pas dépasser, hein, pour bénéficier de ce régime-là, c'est 120 000 euros hors taxe. Comme je vous le disais, donc l'ERL, activité agricole, activité civile, mais il est toléré, l'exercice, on va dire, d'activité commerciale jusqu'à un certain seuil. Voilà, jusqu'à un certain seuil par la société. Et souvent, la limite, elle va être, donc elle est fiscale. Et c'est pour ça que si je dépasse cette limite, soit je vais transformer en SRL, ou alors je vais créer une structure à côté qui accueillera l'activité commerciale. Et le seuil, c'est celui qui est commun, qui s'applique à toute société civile, je dirais. Donc, il ne faut pas dépasser 100 000 euros de chiffre d'affaires commercial, et ça ne doit pas excéder, non, alors c'est où, pardon, c'est pas et, c'est où les recettes commerciales ne doivent pas excéder 50% des recettes agricoles. Sinon, la conséquence, c'est qu'on passe automatiquement à l'IS. Alors, pour finir du coup sur cette partie ERL, donc il y a notamment la partie fiscale. Alors, les apports lors de la Constitution peuvent subir aussi une fiscalité, tout comme n'importe quelle société, je dirais. Donc, on a les apports à titre pur et simple,
et les apports à titre onéreux. Alors, ça va dépendre aussi du régime fiscal de la société, puisque en étant à l'IR, par exemple, les apports sont exonérés. Donc là, on le voit ici dans le petit tableau. Si vous êtes à l'IS, tous les apports effectués peuvent être fiscalisés au droit d'enregistrement. Donc ça dépend du type de bien apporté. C'est encore une fois commun à toutes les sociétés. Mais on peut s'en exonérer si on s'engage à conserver 3 ans les parts sociales. Donc globalement, il faut retenir que c'est en fonction des biens que j'apporte, fonction du régime fiscal de la société, IR-IS, en sachant que, et notamment pour les sociétés agricoles, on a des systèmes d'exonération qui s'appliquent quasiment systématiquement. Donc il est très rare d'avoir des droits d'enregistrement à régler dans le cadre d'apports à société. Et on a notamment un régime fiscal en cas de transformation d'entreprise individuelle à société, et donc des reports de plus-value, des exonérations pardon, de droits d'enregistrement qui peuvent être pris à ce moment-là. Donc, lors d'une constitution, on a le volet droit d'enregistrement qu'on vient de voir et le volet plus-value, puisque on peut aussi avoir de la fiscalité sur les plus-values à l'occasion d'apports d'actifs. Et donc là, c'est l'imposition sur les plus-values professionnelles ou privées. Donc si je transpose mon entreprise à une société, enfin si je l'apporte en société, ce sont les plus-values professionnelles. Et à l'inverse, si je décide d'apporter un bâtiment que j'avais à titre personnel, eh bien ça sera le régime des plus-values privées qui s'appliquera. Pour les plus-values privées, bon, je vais peut-être passer là-dessus puisque c'est le système des exonérations au bout de 30 ans de détention avec des abattements qui s'appliquent au préalable. Et on a surtout le cas des plus-values professionnelles avec des systèmes d'exonération. On les a listés ici et on en a déjà parlé. C'est l'article 151 septies qui permet une exonération totale des plus-values si la moyenne du chiffre d'affaires des 2 dernières années est inférieure à 350 000 ou 450 000 euros. Alors là, c'est dans le cadre de cession à un jeune agriculteur, mais qui ne s'applique pas du coup ici dans le cadre d'une création de société. On a aussi le système de l'article 151 octies, donc là qui s'applique en cas d'apport de son entreprise à société. Et donc on a un report d'imposition qui s'applique tant sur les éléments amortissables que non amortissables. Sur les éléments amortissables, le report d'imposition en fait, va être réintégré au fur et à mesure dans les résultats de la société et ça viendra se compenser avec les amortissements générés suite à l'apport des actifs au profit de la société. Donc on va dire que ça se neutralise. En revanche, sur les biens non amortissables, eh bien, donc c'est en report. Et le jour où je cède mes parts sociales, eh ben, je paye, comment dirais-je, la plus-value que j'aurais dû payer lors de la création de la société. Sauf que bien souvent, alors dans le cas où on retransmet à ses enfants, on a de nouveau des systèmes de report de plus-value qui permettent de maintenir les précédents reports. Donc voilà, on peut se retrouver avec parfois une cascade de reports de plus-value, ou alors les parents vont dire bon bah je vais pas refiler entre guillemets le bébé à mes enfants, je choisis de payer la fiscalité pour lui laisser les mains libres parce que c'est les enfants après qui devront payer ces plus-values-là le jour où eux-mêmes revendent. Voilà, et je me permets, si j'ai encore quelques minutes pour vous laisser aussi le temps de reposer d'autres questions. C'est donc le sujet de la transmission, donc la cession des parts, alors soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Donc voilà, on peut tout à fait donc, céder ses parts sociales. Donc là, je passe aussi sur le formalisme, puisqu'il faut un acte écrit, etc. Donc ça, rien de particulier. On a le système, enfin on retrouve nos 2 points de vigilance, le contrôle des structures et la SAFER. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en cas de cession de parts sociales, dans certains cas, donc il faut demander aussi, il faut transmettre tout un dossier à la SAFER et obtenir l'accord du préfet. Et le contrôle des structures, tout simplement, je transmets, si je cède à un tiers mon exploitation et que cette personne s'agrandit, elle va devoir être aussi autorisée par le préfet à exploiter ces parcelles-là. Et parfois même en transmettant à ses enfants, et dès lors qu'on dépasse un certain seuil, ou s'ils ont une autre activité professionnelle, et on va devoir demander l'accord du préfet au titre du contrôle des structures. Donc voilà, donc c'est ces deux points-là de vigilance. Et enfin, donc on a le volet fiscalité, avec d'un côté les droits d'enregistrement et de l'autre côté donc la partie plus-value. Donc les droits d'enregistrement, c'est l'acquéreur qui en est redevable, avec en cas de cession de part, 125 € de droits fixes si votre société est à l'impôt sur le revenu. En revanche, si la société est à l'impôt sur les sociétés, on a 3% d'imposition sur le prix des parts sociales après application d'un abattement proportionnel.
Et toujours donc, dans le cadre d'une cession à titre onéreux, sur la partie plus-value, et bien là, en fait, le type d'imposition va dépendre de la qualité du cédant et du régime fiscal de la société. Donc, si je synthétise, vous pouvez être taxé soit aux plus-values privées immobilières, soit au régime des plus-values professionnelles. Exemple, je suis seul associé de mon ERL, je suis exploitant, je cède mes parts, eh bien, je dépends du régime des plus-values professionnelles. Si la société est à l'IS, je vais dépendre du régime des plus-values privées. Donc, plus-value professionnelle, de nouveau, alors taxation, sauf application d'un système d'exonération ou de report de plus-value. Donc, c'est ceux qu'on a cités. Alors, de la même façon, on pourrait en parler aussi un certain temps parce qu'il y a quand même plusieurs dispositifs possibles. Mais en résumé, c'est soit le 151 septies dont on a parlé, soit le 151 septies A dont on parlait au démarrage. C'est dans le cadre d'un arrêt d'activité. Hein. Si je prends ma retraite, eh bien, je peux être exonéré pour partie d'impôt sur la plus-value. Il me restera des prélèvements sociaux. Et ensuite, donc, on a l'article, j'ai perdu son numéro, ça se termine par qu'indecies, qui en fonction du montant, la valeur des parts sociales, vous m'excuserez, ça me reviendra ou on pourra vous le redonner. On a un autre système voilà, d'exonération sur la plus-value qui s'applique en fonction du montant de la valeur des parts cédées. Donc voilà, donc ça peut s'appliquer en cas de cession à titre onéreux. Et en cas de cession à titre gratuit, on a de nouveau le volet droit d'enregistrement, les droits de donation, avec l'application possible du dispositif Dutreil qui permet une exonération de 75% de la valeur des parts sociales transmises et parfois une réduction de 50% des droits de donation. Donc ça, c'est un super dispositif qu'on applique systématiquement et qui permet d'avoir une fiscalité minime en cas de transmission d'une exploitation agricole, à condition que les enfants s'engagent à conserver l'exploitation pendant 6 ans en moyenne et que l'un d'entre eux ou que l'un des parents reste encore pendant un certain nombre d'années à exercer son activité professionnelle au sein de la société. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un super dispositif. Et alors là, pour le coup, on parlait du maintien du 151 septies. Je sais que par contre, que pour le Dutreil, ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'à chaque loi de finances, ce dispositif est un peu. Enfin, on le ramène un peu sur la table, entre guillemets, pour soit durcir les conditions ou parfois même certains même le faire sauter. Donc, on commence à s'inquiéter un petit peu de la remise en cause de ce dispositif-là qui existe maintenant depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. Voilà, donc bon, pour l'instant, il s'applique toujours, on continue enfin, il existe toujours, on continue de l'appliquer et j'espère qu'on l'aura encore pendant un certain nombre d'années. Et on a aussi le sujet des plus-values, alors ça paraît un peu étonnant, mais voilà, je donne un bien à mes enfants et bien dans le cadre d'une entreprise, je peux être taxé aux plus-values et ça concerne les plus-values professionnelles, hein, puisque les plus-values privées ne sont pas taxées ici. Et voilà, donc on a de nouveau ces systèmes d'exonération qui s'appliquent ici. Et en plus, le système de l'article 151 IS 2 du Code général des impôts qui permet un report de plus-value en cas de donation de ces parts sociales et à condition que l'activité soit exercée pendant encore une durée de 5 ans. Donc bien souvent, ça se combine avec le pacte du trade. Donc on sait que si je transmets par donation, il faut que mes enfants s'engagent à garder l'activité à exercer l'activité pendant au moins 5 à 6 ans. Voilà sur la partie ERL. On présentera Fonds agricole et bail cessible, je pense, dans un prochain webinaire. Oui, pour laisser peut-être le temps de... Il reste 5 minutes, je suis désolée, on a un petit peu débordé. Je vais faire une conclusion express et si vous voulez poser des questions, allez-y. Donc l'entreprise individuelle, on l'a vu, facile à mettre en place. A priori, ça paraît simple, niveau et sécurisant parce qu'il y a une dissociation pro-perso en cas de dette. Mais le métier d'agriculteur, c'est un métier qui se passe de génération en génération. La question de la transmission, elle se pose toujours. On voit que c'est bloquant en entreprise individuelle. Et maintenant, en pratique, on part toujours sur une création de société. Quasiment systématiquement. Voilà. Donc voilà pour cette présentation EARL et voilà pourquoi on opte souvent pour la création d'une EARL, d'autant plus qu'elle peut être unipersonnelle. Donc ça s'adapte très bien à l'exploitant seul.
C'est dommage qu'on n'ait effectivement pas pu parler du fonds agricole et accessible parce que c'est deux sujets. Alors, on aura un prochain webinaire, on pourra, parce que ça serait dommage d'en parler très rapidement, mais ce sont des notions, enfin, des dispositifs, des outils dont on se sert de plus en plus fréquemment et voilà, qui se combinent avec tant avec les sociétés que les entreprises individuelles. Donc, c'était un peu notre conclusion aussi. Pour ce thème aujourd'hui. Mais le prochain webinaire, on parlera de la SCA du GAEC, je crois. Donc je pense qu'on pourra faire une petite introduction sur ces sujets-là qui sont très intéressants et encore une fois que on utilise de plus en plus dans le monde agricole. Voilà. Bon, ben, on vous remercie de votre attention. Y a-t-il des petites questions? Eh bien, je crois que c'est tout bon. On vous laisse un peu de temps. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Bon, eh ben, on vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on peut avoir nos coordonnées ou ton mail. En tout cas, Pauline, oui. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Et puis, on vous transmettra le replay normalement de ce live vous sera transmis et le diapo aussi. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à ce moment-là, on y répondra dans ce mail. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.